Ce qu'on vous propose ce soir, c'est de rentrer donc en matière avec une méditation que va diriger Marie-Hélène. Et on attaquera la conférence à l'issue de cette petite méditation. Prenez-le comme un amuse-bouche. D'abord, merci beaucoup, tous ces visages connus et inconnus, d'être là. C'est très émouvant et c'est très stressant, mais on est tous venus pour la même chose, c'est-à-dire pour essayer d'être heureux. Donc je vous remercie tous et je vous propose, malgré nos soucis, malgré nos emplois du temps compliqués, malgré les avions, les kilomètres à faire et tous les kilomètres qu'on a derrière nous, avec nos charges émotionnelles, nos attaches et nos sortilèges qu'on trimballe avec nous, et toutes nos attentes aussi, de laisser le passé, d'abandonner les soucis de l'avenir pour rester dans le présent. Alors c'est ce présent que je vous propose de méditer. Installez-vous bien sur vos chaises, tranquillement, le plus à l'aise possible. On est une grande chaîne d'union, hein, donc ne vous faites pas de soucis pour les voisins. Et de tranquillement rentrer à l'intérieur de vous-même. Prenez conscience de vos pieds, enracinés sur la terre, et conscience aussi de cette énergie qui nous vient de la terre-mère et qui passe par nos pieds. Peut-être vous sentez des igousilles, peut-être vous sentez des fourmis, ou simplement un réchauffement, une énergie. Laissez monter cette énergie dans vos mollets. Prenez conscience, non seulement du corps, mais du rayonnement, de l'aura que trimballe ce corps. Prenez conscience de l'énergie qui monte dans vos genoux, dans vos jambes, dans votre bassin, et conscience aussi de votre chaise sur laquelle vous êtes assis. Et laissez monter cette énergie tout le long de la colonne vertébrale. Sans quitter la terre, les pieds, les jambes, la colonne vertébrale, laissez-la monter dans les mains. Et vous sentez vos mains différentes. Laissez l'énergie s'installer dans ces mains et ne pensez qu'à ça. Montez dans les bras, montez dans le cou, montez dans la tête. Et parcourir tout le corps en prenant conscience de cette aura, de ce dégagement, de cette énergie. On est présent à nous-mêmes, on est présent à notre corps énergétique. Et comme cette énergie n'a pas de forme, n'a pas de temps, n'a pas d'espace, laissez-la s'agrandir. S'agrandir à l'inspire et sentez-la se rapprocher du corps à l'expire. À l'inspire et à l'expire. Laissez cette énergie aller dans les coins et dans les murs de cette pièce. Traversez ces murs et s'étendre dans ce jardin et dans tout Saint-Rémy. Sur les collines, dans les pins, dans les alpines. Et elle s'entendra enfin sur la France, notre beau pays. Vous êtes toujours dans votre corps, l'énergie de votre corps est là, mais elle s'étend. Elle s'étend non pas sur la France, mais aussi dans le monde. Sur cette terre, Gaïa, qui est notre terre,
qui est notre passage terrestre, qui est l'endroit où nous vivons, depuis la naissance jusqu'à la mort. Mais laisser aller cette énergie encore plus loin et se répandre dans ce qu'on connaît de notre galaxie, notre Soleil, notre Lune, nos planètes. On est tout ça. On est connecté à tout ça. Et laisser aller encore plus loin dans les autres galaxies. On est dans ce myriade de mondes manifestés. Et c'est la même énergie qui vient de cette terre, qui passe par notre corps et qui va au-delà de nous. On est connecté dans tout ça jusqu'à ce qu'on arrive dans un territoire non encore manifesté. Ce n'est pas le vide, c'est la vacuité. Les bouddhistes appellent ça Kutuzampo, le Bouddha primitif. Et là, selon votre âme, selon votre vision, vous vous verrez comme la goutte d'eau qui se jette dans la mer, faire partie d'un tout. Faire partie d'une lumière peut-être. Mais ce qui caractérise ça, c'est un état de paix, de tranquillité, de joie intérieure, de quelque chose d'autre. Et on est toujours dans notre corps et on est toujours dans notre espace et on est bien au-delà de ça. Et peut-être vous donnerez un nom à ce calme, cette tranquillité, cette transcendance, cet inconscient émergent vers lequel nous allons. Peut-être vous aurez une sensation, peut-être vous aurez un mot pour le dire, ou simplement une impression. Et puis tranquillement, toujours à votre rythme, revenez. Revenez dans notre galaxie, dans notre monde, pour retrouver ce qui fait notre vie sur la Terre. Pour retrouver notre soleil, notre lune, nos habitudes, la Terre est belle comme une orange bleue. Et puis, revenez vers cette France qu'on aime tous. Et vers ce Saint-Rémy où on est là, et cette salle. On est tous là pour quelque chose qui nous appelle, qu'on a à l'intérieur de nous, cette étincelle qu'on ramène dans notre corps pour pouvoir nous retrouver ici et maintenant dans notre vie terrestre, mais en gardant cette présence intérieure, calme, détendue, immatérielle, et surtout, surtout, immortelle. Il n'y a plus de temps à l'intérieur de nous, mais cette présence peut être profonde, c'est un présent profond. C'est la présence simultanée à deux niveaux. La présence à notre vie, ici et maintenant, comme les vagues de la mer, et la présence profonde, en même temps, présente, immuable, fiable, de ce calme intérieur, de cette certitude sans mots, de cette énergie primitive et future. À votre rythme, vous pouvez de nouveau ressentir toute l'énergie en vous-même et vous sentez que ce corps énergétique
est devenu plus présent, plus fiable, plus palpable. En faisant cet exercice de temps en temps, sans vous projeter dans un au-delà, vous pouvez retrouver à l'intérieur de vous, quelles que soient les circonstances de ce monde actuel, retrouver ce calme, cette détente, ce bonheur intérieur, cette joie immense. Bon, il y a des moments où vous ne la retrouverez pas, mais vous savez qu'elle est là. Et de temps en temps, dans votre voiture, quand vous vous asseyez, quand vous faites la cuisine, quand vous allez chercher du pain ou faire le ménage, achetez votre pain, faites votre ménage et tout ça. Et puis de temps en temps, vous descendez à l'intérieur de vous, autour de vous, et vous dites, ok, le corps existe pour l'instant, mais je suis cela. Je suis cette force immatérielle à l'intérieur de moi, qui ne craint ni les naissances ni la mort, mais qui m'aide à passer tous ces moments de cette vie avec calme, détente, joie de vivre et bonheur. Revenez tranquillement et essayez de garder à l'intérieur de vous ce petit coin, cette petite étincelle, ce zigouzi dans laquelle on peut se retrouver. Je vous assure, c'est un exercice à faire. Le cerveau est habitué à faire toujours la même chose, mais si on fait toujours la même chose, en retrouvant son calme, cette détente, cette prise de distance, on retrouve son être profond. On retrouve là où on va aller. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? Marie-Hélène a une telle lumière pour faire passer les choses que, voilà, elle irradie comme ça. Et donc, on va essayer de mener cette conférence sur le cerveau et sur l'esprit, parce que là, effectivement, le fait de descendre à l'intérieur de soi, comme ça, d'aller connecter cette lumière, eh bien, c'est bien votre esprit que vous connectez aussi, c'est votre âme, d'accord? C'est votre substance. On entend au fond? On est quasiment à fond. Non, je vais l'approcher de la bouche. Je suis à fond. Tu attends. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cerveau quand vous faites ça? Quand vous faites une méditation comme ça? Eh bien, vous allez descendre votre fréquence cérébrale. Vous avez vu le bien-être que l'on a quand on fait une méditation, qu'elle soit une méditation guidée ou une méditation silencieuse. On ressort, on est bien, parce qu'on est rentré à l'intérieur. Donc on s'est mis à l'écoute de quelque chose de plus fort à l'intérieur de nous. On a essayé de faire le calme, le vide mental, mais surtout au niveau neurologique, on a fait descendre notre fréquence mentale. Eh bien, dans notre vie courante, le cerveau a peu l'occasion de faire ceci parce qu'il est tellement sollicité à l'extérieur qu'il doit gérer plein de choses. Il se met en hyperpression. Cette hyperpression, elle fait monter la fréquence cérébrale. Plus votre fréquence cérébrale est élevée, ben moins votre esprit est clair. C'est-à-dire que plus vous êtes sollicité par ce qu'on appelle le stress, moins vous êtes connecté avec votre esprit. Donc c'est pour ça que ces moments-là sont nécessaires. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? On va faire un bref aperçu, on ne va pas vous faire non plus un cours de neurophysiologie, mais c'est quand même important. Notre cerveau, il est géré par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. On les connaît à peu près, l'acétylcholine, la dopamine, le GABA et la sérotonine, bien entendu. Et donc, quand on est soumis au stress, il y a plusieurs formes de stress. Il y a le stress, je dirais, passager,
on a une situation qui nous préoccupe, ben, notre cerveau est sous stress, mais il gère la chose, plus ou moins, et puis quand le stress est passé, il redescend en fréquence. Il y a le stress continu, là, ça commence à se corser parce qu'on commence à avoir une modification, une vision modifiée de la réalité. Et donc, il commence à y avoir un changement au niveau de la sécrétion de vos neurotransmetteurs. Et après, il y a ce qu'on appelle le stress continu, et qui, lui, est très préjudiciable pour le cerveau, et c'est tous les états de burn-out, c'est tous les états de dépression. C'est-à-dire que le cerveau est soumis à des trop grandes quantités de certaines hormones, notamment l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones-là font baisser le taux de vos neurotransmetteurs. Donc votre cerveau, il est en souffrance, il est en hypervigilance, et donc votre esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est plus clair du tout. Comme je vous ai dit, plus la fréquence du cerveau est importante, est élevée, ben, moins votre état, je dirais entre guillemets, est lucide. Et cet état d'hyperfréquence nous donne ce qu'on appelle la conscience consciente, c'est-à-dire qu'on n'est plus conscient que ce qui se passe à l'extérieur. Toute notre attention est portée vers l'extérieur. Exactement. Et donc pour pouvoir faire baisser cette fréquence, donc, il faut impérativement ramener cette conscience à l'intérieur. C'est ce qui va permettre à vos, je dirais, taux de neurotransmetteurs de revenir à la normale. Et l'hypercorticisme de diminuer. Complètement. C'est vraiment un équilibre qui se joue à ce niveau-là. On vous donnera à la fin de cette conférence un moyen très simple par la respiration qui va vous permettre de beaucoup mieux gérer ces états, je dirais, de sécrétion au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment ça qui se joue. C'est pour vraiment être à l'écoute à l'intérieur, il faut débrancher un peu de ce qui se passe à l'extérieur et remettre ces antennes à l'intérieur. Et en neurophysiologie, on va automatiquement baisser le cortisol et les hormones neurotransmetteurs vont pouvoir ainsi reprendre leur état initial. Un petit bref aperçu, et on va en venir après vraiment au thème de la conférence. Ces neurotransmetteurs, comme j'ai dit, il y a la dopamine, l'acétylcholine, etc. Donc on va les voir un petit peu chacun. Il y en a un qu'on connaît bien, la sérotonine. Quand on fait une méditation comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre cerveau se met sur un mode sérotonine, c'est-à-dire qu'il va baisser sa fréquence, et automatiquement, ça permet la sécrétion de sérotonine. Et la sérotonine, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait du bien. C'est une hormone du plaisir. Ensuite, quand on va se mettre dans un projet, on va se mettre dans une action, dans le fait d'être, je dirais, motivé par quelque chose, on va sécréter notre dopamine. La dopamine, c'est aussi une hormone du réconfort, mais c'est aussi une hormone de l'action. On va avoir le GABA. Le GABA, lui, c'est une hormone qui nous permet d'avoir une rythmicité. Or, quand le cerveau est sous stress, il perd sa rythmicité. Il est en hyperpression, il n'arrive plus à revenir à un rythme normal. Et le GABA, qu'on appelle acide gamma-aminobutyrique, lui, il permet de revenir dans la rythmicité. Et qu'est-ce qui nous permet justement de sécréter ce GABA? C'est, je dirais, la structure. Le GABA, c'est quelque chose qui ordonne. Et donc, si vous faites cette méditation de temps en temps comme ça, elle va vous faire du bien. Mais elle ne va pas rééduquer votre cerveau à aller baisser sa fréquence. Ce qu'il faut, c'est répéter le phénomène. Et si on le répète le plus souvent possible, alors pas forcément se mettre en méditation 1 heure par jour, mais des petits fragments comme ça, de pause, voilà, où vraiment on revient à soi, eh bien vous allez stimuler ce fameux GABA. Et lui va remettre de la rythmicité. C'est lui qui remet de la rythmicité dans votre cerveau. C'est lui qui va permettre d'avoir une humeur la plus stable possible. Et ensuite, on a le dernier, qui est l'acétylcholine. L'acétylcholine, on le connaît bien. Pourquoi? Parce qu'il permet d'avoir une vitesse de réflexion. Quand on cherche ces mots, quand on ne se souvient plus des choses, eh bien, c'est déjà notre acétylcholine est diminuée. Et donc, quand votre cerveau est sous stress, avec l'hypercortisol, qu'est-ce qui se passe? Votre acétylcholine va chuter.
Et c'est comme ça qu'on est plus présent à soi et qu'on a une vitesse de réflexion qui est ralentie. Plus votre cerveau a une fréquence élevée, plus votre vitesse de réflexion est diminuée. Donc, on verra après, on reprendra ces quatre neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie de tous les jours afin de pouvoir avoir une vie la plus heureuse possible en s'appuyant, bien entendu, sur le fonctionnement du cerveau. Alors vous allez me dire, mais le cerveau, ça ne fait pas tout. Mais effectivement, le cerveau, ça ne fait pas tout. Le cerveau, c'est quoi? C'est un ordinateur. C'est un ordinateur, et un ordinateur, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de lire des programmes. Mais si votre ordinateur n'est pas en état de fonctionnement, les programmes, vous ne pourrez pas les lire. C'est pour ça qu'on voulait faire cette conférence. Et donc, on va dérouler ces points-là au fur et à mesure avec Marie-Hélène. Oui, et puis vous avez reconnu, excusez-moi, vous avez reconnu dans tous ces états de manque de neurotransmetteurs les maladies psychosomatiques qui arrivent par hypercorticisme, c'est-à-dire qu'on abaisse nos défenses immunitaires et à force d'être stressé, le plus souvent stressé, on est le plus souvent malade. Et quand on est malade, on se désociabilise, on sort de la zone de plaisir et on sort de la zone d'activité. Plus les burn-out et les dépressions, parce qu'actuellement, à force de ces stress répétés et inconnus dont on ne prend même pas on est dans le déni, si vous voulez, de ces stress répétés, et à un moment, on craque. C'est-à-dire, on n'a plus de plaisir, sérotonine, on n'a plus d'activité, on ne prend plus de décision, on se laisse complètement aller avec un état où l'orthosympathique et le parasympathique sont complètement exacerbés. Voilà. Mais il y a des moyens, hein. Donc, quel est le problème en fait? C'est le stress. Mais ce n'est pas tellement le stress, c'est la manière dont notre intériorité gère ce stress. Et en fait, d'où vient le stress? Parce que c'est bien un grand mot ça. Notre corps est prévu pour fonctionner sous stress. Quand, il y a un bon stress. Hein. Bien sûr. Quand vous passez dans un environnement qui est saturé, je dirais, en produits respiratoires difficiles ou une ville, par exemple, où il y a beaucoup de pollution, ça représente un stress pour votre corps. Mais le corps est à même de pouvoir gérer ça. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité d'adaptabilité. Mais ce stress, je dirais, psychosomatique, il est dû à quoi? Il est dû, en fait, à une distorsion entre la réalité et nos attentes. Il y a une distorsion entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on se doit d'être trop performant, par exemple. Donc on se met une barre à 2 mètres de haut alors qu'elle serait à 1 mètre, ça suffirait, par exemple. Donc il y a une mauvaise estimation de la réalité et c'est ce qui provoque en fait le stress. Par exemple, vouloir atteindre une image idéalisée du bonheur. Alors que le bonheur, c'est pas je dirais, du prêt-à-porter. Hein. Le bonheur, c'est du sur-mesure. C'est chacun qui doit trouver sa définition du bonheur. Et si on est en comparaison avec ce que les autres vivent, eh bien, on a une image déformée de cette réalité, et automatiquement, on va vivre quoi? On va vivre une frustration, et donc, c'est du stress, que le cerveau a du mal à gérer. Tu veux rebondir là-dessus? Oui, parce que le bonheur, c'est pas demain, c'est maintenant. Le bonheur, c'est pas ah, si j'avais été un enfant unique alors que tous mes frères et sœurs m'ont pris mon héritage, c'est pas parce que j'ai eu un papa, une maman, etc. dans mon passé, c'est pas parce que j'ai eu des ancêtres ou des têtes karmiques. Le bonheur, ça se fabrique. On ne devient pas ce qu'on est, on est ce qu'on devient. Le bonheur, c'est la plasticité cérébrale qui fait qu'on peut changer. Et on peut changer comment? On va le voir. Mais on peut surtout changer en se disant, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je suis heureux, parce que je suis vivant. Même si j'ai des problèmes par-dessus la tête, je suis là. Je suis là et je peux faire quelque chose pour moi. Je n'attends pas que Pierre, Paul, le médecin ceci, cela, la femme de ma vie, tout ça fasse quelque chose pour moi. Je suis là et je suis non pas coupable, mais responsable de moi-même. C'est exactement ça. Je voulais rebondir effectivement sur la responsabilité.
La responsabilité, c'est la capacité à trouver des solutions. Et souvent, on n'est pas heureux. Pourquoi? Parce qu'on délègue notre responsabilité à l'extérieur de nous. Il n'y a qu'à voir dans les relations qu'on appelle toxiques, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On met la faute sur l'autre. C'est la faute du pervers narcissique, c'est la faute de l'autre. On met la faute sur l'autre. On met la faute sur le gouvernement, on met la faute sur la société, on met toujours la faute à l'extérieur. Et donc ça, c'est une déresponsabilisation qui fait que quand on se déresponsabilise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, on met notre pouvoir à l'extérieur. Et si notre pouvoir est à l'extérieur, on se sent impuissant. Et cet état d'impuissance, c'est un stress énorme, parce qu'on est coupé de notre pouvoir intérieur. Ça, c'est la première chose, c'est déjà d'arrêter de mettre la faute sur Pierre, Paul, Jacques, la société. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau quand je suis dans une relation toxique? Par exemple, pourquoi j'attire cette relation toxique? C'est ma responsabilité, donc ma capacité à trouver des solutions, à ne pas confondre avec la culpabilité, qui elle est la capacité à se donner des coups. Donc ça ne rythme pas grand-chose. Et puis de toute façon, on remet la culpabilité sur les autres. Hein. Aussi. Ensuite, c'est effectivement se dissocier d'une image idéale du bonheur. C'est pas parce que les autres ont ça, et que moi, je n'ai pas, que je suis malheureux pour autant. Donc c'est vraiment observer tout ce qu'on a déjà, observer tout le potentiel que l'on a, mais qu'on ne met pas forcément en action. Et ça, c'est aussi fait partie de la responsabilisation. Un point important aussi, c'est se dissocier des constructions, je dirais, mentales que l'on a mis en place. Je m'explique. On a tous été confrontés, dans notre enfance, voire dans le ventre de notre mère, à un stress, à une peur de ne pas être accepté comme on allait être. Par exemple, je suis conçu pour être un garçon, mais mes parents attendent une fille. Ben, je vais vivre un stress intra-utérin qui va me donner cette peur de ne pas être aimé dans le garçon que je vais être. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cette peur du rejet va m'obliger à mettre en place une construction mentale très très jeune qui va m'obliger à être le plus parfait possible pour pouvoir être accepté dans le sexe que je suis. Donc je vais devoir être doublement bien, je vais devoir être parfait. Et je vais tout faire dans ma vie pour pouvoir être aimé à la hauteur de cette construction. C'est-à-dire je vais mettre mon pouvoir à l'extérieur, je vais tout faire pour plaire, je vais tout faire pour être le mieux possible, je vais tout faire pour être parfait, le plus parfait possible pour pouvoir être accepté. Mais ça, c'est pas nous, c'est pas moi. C'est quelque chose que j'ai construit, une image de moi, donc ce qu'on appelle un faux self, pour pouvoir correspondre à l'attente des autres. Du moins même pas à l'attente des autres, à ce que je pense que les autres attendent de moi. Donc vous vous rendez compte comme le phénomène est chiadé, comme on dit ici. C'est-à-dire que je suis complètement dissocié de moi dans le fait de devenir le plus parfait possible. Mais cette perfection, elle s'arrête où? On ne sait pas où elle s'arrête. Spatialement, vous la mettriez où, cette perfection? 1 km, 10 km, 500 bornes? On ne sait pas. Donc ça nous fait courir après un idéal qu'on a mis en place, dans le but de devenir quelqu'un, cet homme ou cette femme plus que parfait. Et de cette façon-là, je m'éloigne de plus en plus de qui je suis réellement. Donc notre pire ennemi, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le conjoint, ce n'est pas la société, ce n'est pas tout ça notre pire ennemi. Notre pire ennemi, c'est nous et les constructions qu'on a mises en place pour pouvoir correspondre à ce qu'on pense, à ce qu'on veut être. Et donc on se met en quête de devenir. Et ce devenir, il nous éloigne de qui on est déjà. Donc la première des choses, effectivement, pour pouvoir avoir une vie heureuse, c'est déjà se regarder et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai mis en place comme construction qui m'éloigne de mon être profond? Est-ce que je me dois d'être parfait? Est-ce que, au contraire, la barre est tellement haute que j'ai tellement peur de ne pas réussir que je vais faire comme les chevaux? Les chevaux, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient un obstacle qui est trop haut? Ils dérobent. Donc ils fuient. Donc à chaque fois que je vais être confronté à une notion de réussite, je vais tout faire pour faire tout capoter. Et je vais me plaindre que dans ma vie, j'ai pas de chance. Ça marche pas. Tout ce que je mets en place, ça fonctionne pas.
alors que je me suis même pas aperçu qu'en fait, j'avais un saboteur qui m'empêchait de réussir les choses parce que la barre est beaucoup trop haute. Et j'ai tellement peur de ne pas réussir que je n'affronte pas cette épreuve-là. Et donc, on a tout un tas de constructions comme ça, automatiques, qui ont été mises très très tôt. Hein. Souvent en psychologie, on dit que ces 7 premières années, ça peut être très souvent mis en intra-utérin. Donc, attente dans le sexe opposé ou dans les familles. Ensuite, où c'est effectivement des mémoires généalogiques hein, qu'on peut récupérer. Quand on n'est pas attendu, par exemple, on va me dire, mais il y a plein de générations. Avant, on ne programmait pas les enfants. C'est vrai. Il n'y a qu'à voir ce que ça pouvait donner au niveau donc, du comportement. Oui, et donc, autrefois, on ne pensait pas que l'enfant était une véritable personne. Donc, imaginez comment ça pouvait être quand on était un enfant et qu'on nous suspendait à un arbre avec un maillot, ou quand on n'endormait pas les enfants parce qu'ils ne s'en souvenaient pas. Je l'ai vécu, ça. Donc, l'enfant n'étant pas une personne, merci Dolto, merci Freud, n'étant pas une personne, il a été nié pendant des temps et des temps. C'est peut-être pour ça que maintenant, on n'est pas très au point avec notre cerveau. Hein? Tout à fait. Je ne vous dis pas de faire tous une psychanalyse, mais il y a des moyens. Tu vas pas assez le temps pour voir tout le monde. Hein. Oh non, moi, puis je veux pas. Non, ces blessures narcissiques primaires, précoces, elles sont dues à l'environnement, à notre enfantement, sûrement placentaire, sûrement intra-utérine, et quelquefois de la famille, et quelquefois des dettes karmiques. Mais tout ça, il faut les ramener à ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça. Hein, voilà, c'est ça notre propos. C'est ça, non, ça ne sert à rien de pleurer sur. Qu'on s'explique, qu'on descende dans nos souffrances. Ça, c'est qu'on les reconnaisse. Parce qu'on s'arrange pour les mettre sur le tapis. Oh ben moi, je suis comme ça. Je ne suis pas femme à être jalouse. Je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. On s'en fout. Est-ce que tu es heureux maintenant? Est-ce que tu vibres avec ce que tu es? Et bien sûr, il faut descendre à l'intérieur de ta souffrance. Hein? Descends à l'intérieur de ta souffrance et tu trouveras en te retournant, c'est-à-dire en te maniant le cul, la pierre philosophale. C'est-à-dire que tout le travail, c'est notre travail d'incarnation. Notre âme, elle s'est installée dans notre corps. Il faut avoir un bon corps, et on va le voir, parce que, pour qu'elle y reste, hein, qu'elle soit contente d'y rester. Bon. Je bois tes paroles, Marie-Hélène. Donc c'est difficile de rebondir après ça. Non, non, mais tu peux parler parce que tu as l'habitude. Toi, tu n'as pas l'habitude, mais tu l'apprends vite. Donc on voulait aussi vous parler donc, des 3 pôles. Les 3 pôles énergétiques, il est important d'être aligné dessus pour pouvoir effectivement avoir une vie heureuse. Je vais commencer déjà par le pôle tellurique. Le pôle tellurique, c'est ce qu'on appelle l'ancrage ou l'enracinement. D'accord ? On peut être, je dirais, perturbé dans son enracinement par diverses choses. Donc, notamment ce qu'on appelle les blessures d'âme, qui ont été très très bien décrites par Lise Bourbeau, d'accord, dans son livre Les 5 blessures d'âme. Et donc, c'est des blessures qu'on connaît dans son enfance ou en intra-utérin, on vient de l'évoquer tout à l'heure, hein, par rapport à la perfection, etc., avec la peur du rejet, de l'abandon, etc. Et donc, ces blessures d'âme peuvent gêner notre ancrage, c'est-à-dire notre ici et maintenant. Plus loin, on va avoir le générationnel. C'est toutes les mémoires générationnelles avec les lois, par exemple. Il est dit que dans la loi dans la famille, c'est par exemple que les femmes dans le couple ne peuvent pas être épanouies. Et donc vous allez tout faire à votre niveau pour être épanoui, mais il faut savoir qu'une loi, elle est toujours plus forte que vous. Et donc vous mettez tout en action pour être épanoui dans votre vie, et puis ça capote. Qu'est-ce que je fais qui ne marche pas? Ben, c'est pas vous qui faites qui ne marche pas, c'est qu'il y a une loi qui est cachée. Et quand c'est caché, ben, ça agit en sourdine. Et en plus c'est caché, pourquoi? Parce que c'est dans nos racines. Et nos racines, on ne les voit pas. Et plus loin que ça, on a ce qu'on appelle le karmique, c'est-à-dire vos vies passées, avec tout ce qu'il y a pu avoir, les mémoires, les dettes, etc. etc. Donc, cet ancrage, il peut être
perturbé par tous ces facteurs-là, qui fait que même si vous avez des super idées, même si vous avez des super aspirations, eh bien, parfois, ou même souvent pour certaines personnes, elles ne se matérialisent pas parce que justement, il y a cette gêne à l'ancrage. Et l'ancrage, c'est justement la matérialisation dans notre vie. Le deuxième pôle, vous avez, à votre avis, c'est lequel? On est ici. On est ici, l'émotif, l'émotionnel. L'émotionnel qui comprend aussi le viscéral, mais le cœur aussi. Et donc, on va avoir une problématique, quand on n'est pas heureux, d'alignement. D'alignement, pourquoi? Parce que souvent, on est en mésamour par rapport à nous. On voit toujours ce qui se passe à l'extérieur, mais on est souvent en mésamour par rapport à nous, par rapport à notre lumière intérieure. Et qu'est-ce qu'on va faire si on est en mésamour? On va se critiquer. Je ne suis pas assez comme ci, je ne suis pas assez comme ça, on fait une action qui ne va pas, mais quel imbécile que je suis, etc., etc. On passe notre temps à être en mésamour par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre lumière intérieure. Sachant que le mésamour, donc l'autocritique, c'est la première cause pour faire un intestin hyper poreux. Et ça, pour les troubles de santé, c'est génial. Si on a un petit moment, on en parlera. Et le troisième pôle, c'est ce qu'on appelle le pôle céphalique, ou le pôle cosmique. D'accord? Bien, lui, il est aligné quand on est aligné sur notre plus haute réalité. C'est-à-dire que si toute la journée, on assène de la critique vis-à-vis de tout ce qui ne va pas à l'extérieur, vis-à-vis de nous, si on se dit tout le temps, je ne suis pas à la hauteur, le fameux « j'ai pas confiance en moi », cette excuse à deux balles pour pas... Ça m'énerve. Toi aussi? C'est pareil. C'est un complexe de supériorité. On va vous l'expliquer. Et donc, si vous êtes tout le temps relié à des pensées négatives, de critiques, où vous vous doutez de vous, et bien cette connexion cosmique, elle va être faible. Parce que cette connexion cosmique vous permet vraiment de recevoir ce flux d'énergie qui va vous alimenter, qui va faire de vous une antenne cosmo-tellurique. Et donc une antenne cosmo-tellurique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vibrer. Et quand moi j'ai mes élèves en formation, je leur fais remplir un petit papier en leur disant, tiens, à combien vous pensez vibrer dans votre vie? À combien vous pensez être heureux, c'est-à-dire à combien vous pensez être en vie? Vraiment. Et vous allez voir que souvent, on est en dessous des 50%. Très souvent. Pourquoi? Parce que cette antenne que nous sommes, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, elle ne vibre pas. Parce que nos trois centres ne sont pas alignés. Le tellurique, le sensation, d'accord, et le cosmique. Mais ils sont, je dirais, intrinsèquement entremêlés, ces trois pôles. Il n'y a pas de séparation, c'est nous qui les séparons pour avoir une compréhension mentale, mais ils ne sont pas séparés. Parce que si vous suivez le chemin de votre cœur, automatiquement vous allez avoir de belles pensées. Et donc, vous nourrirez bien. Vous allez vibrer, c'est automatique. D'accord? Donc on les sépare point de vue mental, mais ils ne sont pas séparés au niveau énergétique. Et donc effectivement, ce truc qu'on va vous soumettre, ça, c'est d'être vraiment honnête avec vous et d'estimer à combien dans votre vie, de façon générale, hein, il y a des moments où on est moins bien, des moments où on est mieux, on fait une moyenne avec ça, sur les dernières années de votre vie, hein, voilà, eh bien, à combien vous pensez vibrer, indépendamment de ce qui peut se passer à l'extérieur. Et la vibration, c'est vraiment être en connexion avec ses besoins, indépendamment de ce qui se passe. On fait ça? On se donne 2 minutes? Ouais. Papier, crayon, ficelle, comme quand on était scout. Quels sont vos véritables besoins? Sur 100%, exactement. Je ne dis pas manger, baiser, tout ça, ça peut l'être. Hein. Mais ça, c'est des besoins d'autoconservation. Alors, à part... Bon, c'est souvent ça, hein, je suis freudienne, c'est souvent ça, mais bon. Alors ça, c'est les besoins d'autoconservation. À combien vous en êtes de votre libido? La libido, c'est la création, c'est le besoin supérieur. C'est le beau, le bien,
les valeurs. À combien vous en êtes? À combien on vit le beau dans sa vie? Voilà. Le Le beau, beau, le bien. le vrai, le savoureux. Voilà. Le qui a du goût. C'est le premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Hein. C'est le bon. Cherchez pas. Le premier qui vient à l'esprit, c'est le bon. On va en interroger 3 dans la salle pour des bonnes têtes. Combien vous vibrez? Ça peut s'arranger. Hein. Tout n'est pas perdu. Hein. Je vois en tout cas que ça fait réagir. Ah, mais ça fait réagir parce que ça, c'est du bonheur de savoir combien on vibre, combien on vibre pas. Et ensuite, donc ça c'est la première question, à combien? Si vous faites le constat que vous êtes à 40, 50, 60, 55, 65, 70, 75, ok, c'est bien. Ça c'est le constat de ce que je fais. À combien je suis motivé pour changer ça? Et ça c'est un autre pourcentage. À combien je suis motivé pour sortir de ma zone de confort pour pouvoir changer ce qui ne va pas dans ma vie. Alors, il ne s'agit pas de tout quitter, hein, de dire je quitte tout, etc. Cet état intérieur, à combien je suis disposé à changer cet état intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Parce que ce n'est pas forcément en changeant votre conjoint que... Ce soir, chérie, je suis allé de conférence, top. Tu prends tes valises, tu t'en vas. Je ne vibre pas avec toi. J'ai rencontré une petite qui était à côté de moi, qui était bien croustillante. Ah, je ne veux pas que ma femme fasse une psychanalyse parce qu'elle va divorcer. Tu parles comme il a confiance en lui, le mec. Alors, promis, on ne regardera pas qui lève la main, mais qui est en dessous de 50%. Pour la première. Okay. Qui est entre 50 et 70. Là, normalement, on a une majorité. Oui, voilà. Sinon, les autres, ils se bluffent. Ceux qui pensent à 90. Moi, j'ai une élève, une fois, il me fait 100%. Ouais, mais j'ai vu. Attends. Elle me dit 100%. Et moi, je renifle le truc. Je m'approche d'elle et je dis, tu vibres encore pour ton mari? Non, mais j'ai un bon vibromasseur. Mais ça ne lui a pas suffi. Parce que ça a commencé à travailler. Ouais. Elle est rentrée chez elle. Le déni. Ouais, elle était dans le déni. Elle est rentrée chez elle. Il lui a dit, je ne peux plus continuer comme ça. Donc elle s'est séparée. Et maintenant, là, elle a remonté. Donc on ne vous dit pas ça pour vous séparer. Mais vraiment pour être en adéquation avec le miroir, d'être dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Oui, parce que le déni, on est très fort. Hein. On est très très fort. Donc, au-delà de 70, plus personne n'a osé le mieux. C'est bien. Alors moi, pas depuis longtemps. Oui, bah, moi non plus, mais bon, par moment. Donc, à combien on est disposé à changer ça? Disposé à changer ça, ça veut dire mettre les choses en place. Et là, c'est pas attendre que l'avenir nous donne ça. Non, non. C'est vraiment se mettre en action. Et donc, un des pôles, je dirais, majeurs pour créer une vie heureuse, c'est d'acter. C'est de se mettre en action et d'agir. Et une principale excuse des personnes qui fuient, c'est « je n'ai pas confiance en moi ». Ou « on verra plus tard ». Ou « j'attends que ça soit le bon moment ». Tiens, tu vois. C'est d'acter. Parce que la confiance, il ne s'agit pas de l'avoir avant qu'on attaque le chemin. C'est de faire le premier pas et elle va s'éclairir dans le chemin, de pas à pas. Et donc c'est d'acter. La matérialité, elle ne compte que si elle est mise en pratique. Sinon, ça ne compte pas.
enfoncé dans la réalité, ici et maintenant. Le réel est important, même s'il est impossible, il faut acter. Acter, ça ne sera pas forcément un acte que l'on ne peut pas faire. Je ne peux pas aller dire à mon père, à ma mère ceci, mais je peux lui écrire. Ça peut être un acte magique, un acte symbolique, un petit acte, mais dans lequel vous y mettez tout votre cœur, tout votre instinct, et après vous ferez des actes un peu plus grands, un peu plus grands. Parce que quand on décide de faire une grande chose, on n'y arrive pas. Et de ne pas attaquer plusieurs choses en même temps. Voilà. Et d'être persévérant dans cette petite confiance qu'on met dans une petite chose, la parole gentille qu'on va dire, l'acte sympathique et tout ça, ça va nous changer si on est persévérant et si on est de tout cœur avec ce qu'on fait. Marie-Hélène était sous stress avant de faire la conférence. Oui. Donc là, il y avait du cortisol qui arrivait, de l'adrénaline. Hein. D'accord ? Je lui ai dit, quand tu vas passer à l'action, ton cortisol, ton adrénaline vont baisser et le reste va reprendre le dessus. Et là, elle est en pleine dans son acétylcholine, avec des idées, en pagaille, un peu lubrique parfois. Ça, c'est la dopamine. Hein. La dopamine, c'est le plaisir sexuel aussi. Hein. Et donc, à chaque fois que vous allez vous mettre en action, vous allez stimuler votre dopamine. Et la dopamine, elle nous fait du bien. Les sportifs le connaissent bien. Le secret de la dopamine, le sport leur fait du bien. Et donc, si vous avez en plus cette régularité, et Marie-Hélène parlait de persévérance, vous allez stimuler le GABA. Et le GABA, c'est lui qui permet les actions à long terme, de garder dans la durée. De ne pas avoir une action que vous mettez en place, et puis comme vous n'avez pas le résultat immédiatement, on s'arrête. Moi, une bouddhiste m'a raconté une histoire, parce qu'il venait du Bhoutan, et là-bas, bon, les gens sont bouddhistes et font les choses naturellement. Hein. Et il disait, les Français, mais les Européens, vous me faites vraiment flic parce que vous mettez des temps et des temps et des temps à passer à l'acte de nos prières, de ceci, de cela. Et quand vous y passez, vous n'y restez pas. Vous ne les répétez pas. Voilà. C'est-à-dire que non seulement il faut passer à l'acte, mais il faut répéter. On est des gens d'histoire, et l'histoire, il faut se la raconter. Il faut se la raconter, il faut se la raconter pour que la plasticité du cerveau qui nous a mené des ondes négatives puisse, par une régénérescence de toutes les cellules cérébrales, replacer quelque chose d'autre, quelque chose de bon, quelque chose de beau, etc. C'est une gymnastique. Voilà. La gymnastique du cerveau, elle est pareille que quand on a un bras ou une jambe qui n'a pas servi. Il faut après la rééduquer, puis après c'est un plaisir. Donc vous allez dire, mais comment on fait avec tout ça ? Eh bien, il faut suivre le chemin de votre cœur. Parce que le cœur connaît le chemin. Et donc automatiquement, si vous êtes sur votre chemin, vous allez être motivé. C'est automatique. Donc ça va demander de faire baisser un peu là-haut cette cogitation mentale par des petits moments répétés de retour à soi. De retour à soi, qu'est-ce que veut mon cœur ? Qu'est-ce qui me dit mon cœur ? Vers où il me dirige ? Et lui, il connaît la route. Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on est en état, donc, avec un cerveau où il y a trop de cortisol, on a perdu un peu une vision de la réalité, on ne sait plus où on est dans le cirage, on est dans les nuages, on ne sait plus où on va. Et on n'arrive plus à se connecter à soi. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des comportements automatiques qu'on a mis en place et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Eh bien, ils peuvent être très forts, ces comportements automatiques. Moi, dans mon cabinet, j'ai reçu beaucoup de personnes, et même dans la formation, de personnes qui ne sont plus reliées à ce qu'elles veulent. C'est-à-dire, il n'y a plus de désir. Elles ne connaissent même plus leur désir. En se jetant dans le désir de l'autre. Exactement. Et c'est comme ça qu'on entretient des relations qui peuvent être très toxiques. Et donc, comment on fait pour retrouver le chemin de son désir ? Il faut travailler sur ce comportement automatique qui nous éloigne de nous. C'est ce que je disais, on est tellement en quête de devenir quelqu'un d'autre qu'on place sa conscience très loin de qui on est et donc on se perd. On se perd et on n'arrive plus à retrouver ce fil d'Ariane. Comme ça, et on est complètement éloigné de nos désirs. Eh bien, il faut revenir petit à petit à soi
en se coupant de l'attente des autres. Et c'est là où on doit apprendre à dire non. C'est là où on doit apprendre à poser ses limites. C'est là où on doit apprendre à regarder à l'intérieur ce qui nous motive, c'est-à-dire à refaire le chemin vers l'intérieur. Et ça se fait, mais par des petits actes. C'est pas, comme on disait tout à l'heure, de vouloir gravir à tout prix l'Everest. C'est peut-être aujourd'hui, tiens, je vais monter cette petite colline, ou ces petites marches comme ça, qui paraissent peut-être souvent importantes pour l'extérieur en plus. Il faut vraiment y aller pas à pas. Et donc, il y a beaucoup de thérapeutes, et à très juste titre, qui disent, par exemple, les personnes en dépression, la dernière chose à faire, c'est de s'isoler. C'est de garder du lien, au contraire. Pourquoi ? Parce que vous allez stimuler cette fameuse dopamine et cette acétylcholine. Ouais, mais ils ont du mal. Hein. Eh oui, mais il faut vraiment projeter de ça. Et pareil dans la déprime, plutôt que de se refermer sur soi, d'aller faire du lien. Il faut vraiment que ces neurotransmetteurs fonctionnent du mieux que vous pouvez. Donc l'acétylcholine, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça ? Pour la restimuler, je vous ai dit, c'est la vitesse de la pensée. Eh bien, il faut toujours être dans une attitude d'apprentissage. Dès qu'on arrête l'apprentissage, l'acétylcholine, qu'est-ce qu'il fait ? Chute. Et il y a des gens qui apprennent toute leur vie. Marie-Hélène, il y a 2 ans, elle est venue faire ma formation en bioénergie quantique. Elle est tout le temps en train de lire des dizaines et des dizaines de livres. Donc cette acétylcholine, c'est vraiment notre usine à penser. Il faut tout le temps être en mode d'apprentissage. Et là, vous avez un cerveau alerte. Et quand on s'intéresse à tout, on ne peut pas être malheureux. Nous, on est heureux parce que le système d'apprentissage stimule le système émotionnel. Hein, c'est la mémoire et l'affect. Tu sais, c'est les mammifères. Ils acquièrent la mémoire et l'affect. Quand tu fais marcher ta mémoire, tu es heureux. Et tu es heureux. C'est normal, hein, s'il y a un système. Et quand tu arrêtes d'apprendre, quand tu arrêtes de t'intéresser aux choses, avoir un regard d'enfant, un regard d'admiration, d'émerveillement, de contentement, eh ben, tu ne peux pas être heureux. C'est pas possible. Ils sont reliés, ces 2 centres, hein, l'hypothalamus, le thalamus, et le centre émotionnel. Je peux vous faire l'anatomie, je m'en souviens plus. La dopamine, pour la stimuler, qu'est-ce qu'il faut ? De l'activité physique. Bravo. Et des projets. Se mettre en action vers. Donc l'activité physique, ça peut être faire l'amour. Oui. Oui, ça stimule la dopamine. On peut marcher avec son chien aussi, hein, ou faire du vélo. Aussi. Je vais dire une connerie. La sérotonine, qu'est-ce qu'on fait pour la stimuler ? On médite. C'est un des meilleurs moyens pour stimuler de la sérotonine, de méditer. C'était vérifié hein, par les neurosciences. Moi, je conseille toujours la méditation. N'importe quelle méditation que vous voulez, des méditations guidées, des méditations de pleine conscience. Vous vous installez sous un arbre, et puis Exactement. vous regardez les feuilles et tout ça. Et puis la contemplation permet de stimuler. Voilà. Vous voyez un bouquet de fleurs, vous le regardez et vous rentrez dedans. Et puis vous devenez la fleur et tout ça. Ça stimule drôlement. Hein. Quelque chose qui stimule la sérotonine, la gratitude. La gratitude. Remercier pour tout ce que vous vivez déjà. Remercier pour tout ce que vous avez déjà. Et selon la loi de résonance, plus votre cerveau focalise, plus votre esprit focalise sur tout ce qui va bien, et bien plus vous attirez des phénomènes où ça va aller bien dans votre vie. Et le dernier, c'est le GABA. Le GABA, je vous ai dit, il demande de la répétition. Eh bien, le GABA va vous permettre de répéter ces 3 pôles qu'on vient de développer. Et en plus, le GABA, il aime l'ordre. On ne peut stimuler du GABA que quand on met de l'ordre dans sa vie. Et beaucoup de personnes, ça leur fait peur. Pourquoi ? Parce qu'elles confondent l'ordre et la rigidité. Or, ça n'a rien à voir. Ou la routine. Ou la routine, tout à fait. Mettre de l'ordre dans sa vie, c'est tout simplement
adopter, par exemple, une alimentation qui est favorable pour votre santé. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous ordonnez votre vie au niveau alimentaire. Au niveau des relations, c'est-à-dire couper les relations qui sont négatives, en comprenant pourquoi vous attirez ces relations négatives. Toujours dans cette optique de ne pas accuser l'autre qui est à côté, mais de comprendre pourquoi on attire ces personnes-là. Et vous avez des personnes de façon récurrente, et on le voit dans les consultations, qui attirent sans cesse des personnes qui les parasitent. Il y a bien une explication. Oui, il y a des co-parasiteurs. Il y a les parasiteurs, les pervers, c'est tout ça. Et il y a les alcooliques qui attirent des femmes co-alcooliques. Hein. La femme qui est victime, la femme qui veut sauver son partenaire. Le fameux sauveur. Le fameux sauveur. Eh ben non, personne ne peut sauver personne. D'abord se sauver soi-même, c'est déjà un gros problème, et après on verra. Après ça se fait, hein, parce que quand on se sauve soi-même, on a une possibilité d'expansion, même sans le dire. C'est une petite aparté par rapport à ces personnes qui n'arrivent pas à mettre de limites, qui n'arrivent pas à dire non, qui n'arrivent pas vraiment à poser leurs limites pour respecter leurs besoins. Ce sont des personnes qui développent une pathologie qui n'est pas très connue dans le monde médical, c'est la candidose. Vous allez me dire, quel est le rapport entre ça et la candidose? Avec le langage des oiseaux, c'est la candide qui n'ose. Donc ce sont les gens trop gentils qui n'arrivent pas à poser des limites et qui se font parasiter par les autres. Et très souvent, quand on les teste en bioénergie, ce sont des personnes qui développent les candidoses, qui développent souvent des fatigues chroniques à cause de ça. Et donc quand on veut travailler sur une candidose, on dévie un peu du sujet, mais après on va revenir, eh bien traiter ça de manière naturopathique, ça suffit amplement pas. Il faut travailler sur le conflit sous-jacent qui est la possibilité de se positionner, de mettre des limites et d'apprendre à dire non pour ne plus se laisser envahir. Parce que la candidose, c'est effectivement l'invasion d'un champignon qui a changé de forme au niveau de sa structure. Et l'inflammation aussi du côlon qui vient d'une inflammation du stress. Hein. Complètement. Les deux sont... On l'a dit tout à l'heure, hein, le stress, effectivement, baisse votre immunité. Complètement. L'immunité d'abord du ventre, hein, et puis le côlon irritable et qui laisse passer les toxines et qui vont ces toxines dans le cerveau. L'inflammation du cerveau est responsable des dépressions. Alors pourquoi ça flingue le système immunitaire? Il y a le cortisol, c'est de la cortisone. Hein. Il n'y a qu'à voir les personnes qui sont sous cortisone pendant une longue durée, ils ont leur système immunitaire qui est flingué. Mais sur le sens de la symbolique, ça donne des problèmes d'immunité parce qu'on n'est plus unité, on n'est plus en unité avec ce qui nous entoure. Et le stress, c'est quoi? C'est le fait de ne plus être en unité avec ce qui vous entoure. Si vous êtes en unité avec ce qui vous entoure, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en réaction, par exemple, avec ce qui vous entoure ne vous gêne pas, puisqu'on fait partie de ce qui nous entoure. On est intégré dans ce qui nous entoure. Et je ne vais pas dire très souvent, mais quasi systématiquement, on rencontre des gros problèmes d'allergie, justement, quand on n'est pas en unité avec ce qui nous entoure. On est souvent, vous regardez les grands allergiques, ce sont souvent des personnes qui sont dans l'intolérance de ce qui les entoure. Il y a une réaction exacerbée par rapport à l'extérieur, par rapport aux agents extérieurs qui deviennent dans ce qu'on appelle des allergènes. Il n'y a aucune raison, je dirais au niveau physiologique, qu'un poil de chat, qu'un acarien, qu'un pollen soit quelque chose d'allergisant. C'est bien qu'il y a un conflit sous-jacent qui vous met en réaction par rapport à ça et qui déclenche une réaction donc immunitaire exacerbée. C'est parce que la personne, sur une symbolique, n'est plus en unité avec ce qui l'entoure. Et la peau et le système nerveux étant de la même origine en biologie, endogène, eh bien, tout ce qui attaque ce système nerveux, le stress, tout ce que tu veux, ne pas être en immunité, eh bien, ça attaque la peau. Ça ne veut pas dire tous que vous êtes zazane parce que vous avez une psoriasis. Hein. Mais il faut y penser. Alors, comment ne plus être, comment plutôt être au maximum en unité avec ce qui nous entoure?
ben, ça passe par une épaule qu'on vient de décrire, c'est de ne plus critiquer tout ce qui se passe à l'extérieur, même si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Parce que si tout n'est pas juste dans la vie, il y en a qui vont dire, mais attends, tout est juste dans la vie. Je ne suis pas si sûr que tout est juste dans la vie. Par contre, tout a un sens. Tout a un sens. Et ça, c'est vraiment important. Je connaissais une personne qui... Elle ne se plaignait pas, elle était, je dirais, résignée du fait qu'elle ne rencontrait pas de partenaire qui la convienne, et un boulot dans lequel elle ne s'épanouissait pas. Et donc, je lui dis, mais tu as travaillé là-dessus, tu as regardé un peu d'où ça venait, qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie? Elle me dit, non, si c'est dans ma vie, c'est que c'est juste. Je lui dis, ok, si toi tu penses que c'est juste, l'univers, qu'est-ce qu'il entend? C'est juste. Donc pourquoi tu veux qu'il change quelque chose qui est juste? Elle m'a dit, putain, c'est pas con ton raisonnement. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, j'ai dit, tu programmes l'univers, tout ce que tu vis, c'est pas juste. Et que tu veux vivre autre chose. Tu dis, tu programmes l'univers, je veux vivre ça. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je ne le mérite pas. Et donc elle l'a fait, elle m'a écouté, mais tout simplement. Elle a pris un bâton comme ça, elle a frappé très fort le sol. Dans la symbolique, c'est la matérialisation. Et elle a dit, il y en a assez. J'en ai assez de vivre ça. Maintenant, je veux vivre ça. 3 semaines après, un ami à elle lui présente un gars. Nickel, super pour elle. Une boîte l'appelle. Tu vas entendre des coups de bâton à la sortie du parcours. Où sont les bâtons? Ça s'appelle le planter du bâton. Moi, je ne vends rien. Par contre, vous ne coupez pas tous les arbres qui sont dehors. Hein. Le patron, il ne va pas être content. Et elle était en freelance pour des missions, etc. La boîte pour qui elle fait des missions en freelance l'appelle et dit, écoutez, notre commercial nous a planté, on nous propose un poste en CDI direct, 5 000 € par mois. Boum. Et c'est une histoire vraie. Et celle-là, je peux vous la répéter un paquet de fois. C'est à partir du moment où elle dit que ce n'était pas juste ce qu'elle a vécu. Ça avait un sens, oui, effectivement, parce qu'elle ne se positionnait pas par rapport à certaines choses, d'accord? Elle entreprenait toujours ses relations dans une optique de sauver l'autre, donc elle se récupérait toujours des cassos, obligée, voilà. À partir du moment où elle a pris conscience de ça, elle s'est dit, j'ai pas de raison de sauver l'autre. Et pourquoi on veut sauver l'autre? C'est pas si honorable que ça. Hein. C'est pour garder le contrôle. C'est pour garder le contrôle. Le contrôle, en général, de trucs qu'on a eu dans son enfance et qu'on n'a pas pu régler. Donc, je vais sauver celui-là, et comme ça, je me réglerai des histoires, et peut-être je le sauverai. Et je remets une couche, et je remets une couche, et je remets une couche. Donc, tout a un sens. Et c'est ça qui est important, d'aller chercher justement le sens qui est caché. Parce que tant qu'on n'a pas compris le sens qui est caché, on n'arrive pas à dénouer les fils. Et les choses, elles se répètent automatiquement dans des scénarios que l'on ne veut pas. Mais pourtant, qu'on a. Ils sont mus par quoi ces scénarios? Par tout sauf votre être profond. C'est toutes les constructions qu'on a mises en place qui font répéter ces scénarios. Et c'est pour ça qu'avec Marie-Hélène, on a mis en place le stage. Donc, et voilà. Pour travailler, et voilà, justement, pas comme si. Ces scénarios répétitifs voilà. Qui font qu'on s'éloigne de ce qu'on veut vraiment. De son être profond. Et pourquoi on va passer par là? Pour aller guérir l'enfant intérieur. Oui, parce qu'il a besoin de nous. Alors il y a un exercice que je fais faire souvent, mais il n'est pas facile à faire là parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Mais c'est au moins de rentrer à l'intérieur de soi et de demander à son enfant intérieur qu'est-ce qu'il désire faire. Et peut-être qu'il va vous signifier qu'il veut faire une chose qui vous paraît complètement anodine, mais qui pour lui est super importante. Donc c'est un petit exercice, hein, mais on est trop nombreux pour pouvoir le faire. Oui. Bon, on le fera au stage. Voilà. Bon,
je crois que c'est pas mal, là. C'est pas mal, hein. Merci. Hein? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, attends, moi je vais m'asseoir, j'ai mal. Vas-y. S'il n'y a pas de questions, c'est que la conférence est super bien faite. J'en doute. Ou alors personne n'ose lever le doigt. Oui. Comment se passe le stage? Alors, c'est d'abord le fait d'identifier clairement son comportement, je dirais, automatique. Alors, c'est ce qu'on appelle des comportements psychopompes ou égotiques. Par quel processus ils se sont mis en place déjà? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ça, c'est très facile à trouver. Entre une psychanalyste et un bioénergéticien, on le trouvera facilement. Une fois que c'est identifié, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il faut se dissocier de ça. Donc, le stage va tourner autour de la dissociation de tout ce que l'on pense devoir être, mais que l'on n'est pas. En fait, notre être, il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Il y a des gens qui se mettent pendant des années pour aller découvrir qui ils sont. Oui. Mais ça ne sert à rien. Il faut se découvrir qui on n'est pas. Et c'est là où on déconstruit un peu tout ce qui se fait. Et l'inconscient on le connaît, c'est vrai. C'est se mettre en recherche de ce qu'on n'est pas. La personne qui n'a pas confiance en elle, il faut qu'elle puisse affirmer « Je ne suis pas celui ou celle qui n'a pas confiance en soi ». Parce que ça, c'est le comportement automatique qui vous fait croire que vous n'avez pas confiance en vous. Mais si vous êtes connecté à votre être, il n'y a pas de problème de confiance ou de pas confiance, puisque vous êtes. Et en fait, ce stage, ce n'est pas pour aller chercher qui vous êtes. On s'en fout. C'est vous qui allez découvrir qui vous êtes. C'est surtout pour découvrir qui vous n'êtes pas et que vous croyez être. L'être qui est empreint de peur, qui est empreint de doute. Mais c'est ça, c'est se désidentifier de ça. C'est le petit moi jacasseur. Clac, 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 clac. Il faut descendre dans le silence profond. Et donc, ça va être effectivement un atelier ludique. Parce que moi, je peux travailler que dans le ludique. Je ne peux pas travailler dans quelque chose qui est trop, je dirais, sérieux. Donc, c'est non, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est exactement ça. Voilà, ça c'est la structure. Et d'aller connecter notre enfant intérieur. Et souvent, l'enfant intérieur, moi j'ai fait des stages où c'était, on va danser, on va jouer, machin, avec des tissus, etc. Ça, c'est un aspect du travail sur l'enfant intérieur. Mais ce n'est pas tout le travail. Et quand je fais travailler, en fait, ce stage, il est l'association de ce qu'on connaît avec Marie-Hélène et de ce que je fais dans les stages. C'est vraiment ce que je propose, moi, aux praticiens que je forme. Et donc, un exemple, hein, une fille comme ça s'assoit, et tout le monde se branche sur son enfant intérieur. Donc, il y a une technique pour se brancher, on verra pendant le stage, de comment on se branche sur son enfant intérieur. Et donc, elle pensait qu'elle devait jouer pour aller connecter son enfant intérieur. Mais ce n'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. En fait, cet enfant, il brandissait les poings comme ça. Quand on le voyait, il brandissait les poings. Et je dis, brandir les poings, ça te parle? Elle m'a dit, oui, j'ai vécu beaucoup dans l'insécurité parce que mon père me frappait quand j'étais enfant. Et donc, son enfant, il n'avait pas besoin de jouer, il avait besoin de sécurité. Je dis, comment tu pourrais trouver ta sécurité? Elle m'a dit, mais jamais je pourrais faire ça. Pourquoi tu pourras jamais? Mais parce que mon père, il m'a toujours dit que ce n'était pas un sport pour les filles. C'est quoi? La boxe. Je dis, mais va boxer, vas-y. Elle s'est inscrite dans une salle, elle fait de la boxe maintenant. Changement radical de cette personne. Elle a déconstruit ce qu'elle pensait être, c'est-à-dire une personne empreinte de peur. Peur de faire ci, peur. Elle était tout le temps dans la peur. Mais ce n'était pas elle, ce n'était pas son être. C'est ce qu'elle pensait devoir être. C'était toute la construction comportementale qu'elle avait mis en place. Et donc le simple fait d'aller faire de la boxe, chose interdite par son père, fait qu'elle s'est connectée à elle-même. Et donc le besoin de son enfant intérieur, c'était pas d'aller danser avec un tutu, de danser dans la nature, etc. C'était d'aller faire de la boxe. Et donc, les besoins de nos enfants intérieurs sont tous différents. C'est pour ça qu'on ne peut faire que du
sur mesure. On ne peut pas faire du prêt-à-porter, c'est pas possible. On ne peut pas faire un stage sur l'enfant intérieur où on vous dit, ça y est, maintenant je mets une musique, vous dansez tous, et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, parce que le besoin, il est complètement différent d'une personne à l'autre. Pour peu, ça va être d'aller prendre l'air et de faire peut-être des trucs en altitude, faire du parachutisme peut-être. Bon, vous mettez sur un parachute, hein, il y a un prof de parachute ici, c'est pas trop mon truc, il le sait bien. Voilà, donc les besoins de notre enfant intérieur, ils sont vraiment spécifiques. Et donc ce stage sera pour aller à la rencontre de l'enfant intérieur, dans la bienveillance, dans l'écoute, de façon à ce que tout le groupe puisse travailler à la recherche de cet enfant intérieur. C'est-à-dire que tout le groupe va aider la personne à aller trouver des besoins spécifiques. On est tous dans un phénomène de co-création dans les stages qu'on organise. Voilà pour répondre à la question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tu veux rajouter quelque chose, Marie-Hélène? Non, je sais que tu fais aussi de la thérapie familiale en mettant les gens avec le père. On fait intervenir effectivement les constellations familiales dans le stage. Parce que quelquefois, l'enfant intérieur, c'est son prof, c'est les parents, c'est ceci ou les frères et sœurs, et il y a besoin d'y aller pour amener l'émotion qui a été non perçue parce que l'enfant était trop jeune, ou non nommée par peur, par ceci, par cela, et là elle sort, parce qu'il y a l'émotion du père, de la mère et tout ça, et ceux qui sont, tu me l'as expliqué, ceux qui sont le père, la mère ou la sœur, se retrouvent eux-mêmes dans des situations qu'ils ont vécues, paradoxalement, et jouent leur propre rôle. Ça, c'est extraordinaire. C'est toujours des cadeaux phénoménaux à chaque fois. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement tout le temps dans mes formations. Un autre exemple comme ça, un ostéopathe de Versailles qui est très grande famille bourgeoise, etc. Et donc il y a une loi familiale qui dit que les hommes doivent être sérieux, ils ne doivent pas s'amuser, etc. Et là, il y a un réel potentiel, mais on sent qu'il y a une souffrance derrière, parce que justement, il ne s'éclate pas. Il ne s'éclate pas, c'est-à-dire qu'il n'explose pas sa carapace pour se vivre lui-même. Et en fait, dans ce que je lui ai fait faire comme exercice, qu'on va faire dans le stage, il réalise qu'il a mis ça en place très fortement. Il n'avait jamais conscientisé. Il a mis ça en place à la mort de sa mère. Son père est rentré, donc il avait 12 ans. Son père rentre dans la chambre, vous croirez ou pas, hein, mais c'est du réel. Rentre dans la chambre, lui dit « ta mère est morte ». Il ferme la chambre et il s'en va. Et le gamin reste avec ça. 20 minutes après, il rentre dans la chambre et lui dit « je t'interdis de pleurer ». Imaginez le carcan dans lequel il s'est mis. Et bien grâce à cet enfant intérieur, on a pu déconstruire ça. Et depuis l'âge de 12 ans, il n'avait jamais pleuré. Il a 38 ans. Vous imaginez 26 ans sans jamais pleurer. Mais il a reconnecté son enfant intérieur dans le besoin qu'il avait. Il a pu libérer ça. Et donc il m'a envoyé un mail quelques temps après en me disant « mais waouh, waouh, là je revis enfin. » Et sa vie est en train de changer, quoi. Pour lui, il est hors de question qu'il continue à être encore à Versailles. Il va prendre sa famille, il va partir dans les îles, il va changer sa vie. Parce qu'il n'a plus besoin d'être dans cette loi familiale où les choses doivent être sérieuses. Il a pris conscience que, bon, voilà. Donc c'est que des cadeaux comme ça, et on a tous des carapaces qu'on a mis sur nos besoins comme ça. Et c'est pour ça qu'on n'écoute pas forcément nos besoins. Et même quand on les écoute, on se dit, mais on ne peut pas les réaliser, c'est pas possible, parce qu'il y a ça qui m'en empêche, mais ça je peux pas, j'ai pas assez d'argent, je peux pas quitter cet homme, comment je vais faire pour vivre? J'ai pas assez pour vivre, etc., etc., etc. Autant d'excuses qu'on se donne à soi-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais si. Parlez, ouais, sur ça. Énoncer que dans la vie intra-utérine ou même dans l'enfance, il pouvait se passer des choses qu'on ne se souvient pas. Est-ce que c'est possible, du coup, par des exercices de formation, d'arriver à se reconnecter à ce moment-là pour régler certaines situations qu'on ne comprend pas? Je laisse répondre. Oui. Je ne veux pas nommer, mais il y a dans la salle quelqu'un qui a vécu
des moments intra-utérins, même avant la conception, oui, c'est possible. Donc, quel moyen tu as utilisé? L'hypnose. Voilà. Il faut partir à ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, qui peuvent être induits effectivement ce qu'on appelle les états hypnotiques, soit par une séance d'hypnose. Après, il y a d'autres moyens, mais en tout cas, il faut descendre effectivement dans ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Modifier de conscience. Où notre conscience a une, je dirais, un champ élargi. Voilà. Ouais. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Là où on rencontre des obstacles, c'est quand on fait ce qu'on appelle des réminiscences dans les vies passées. Pourquoi? Parce qu'on est disposé à aller voir certaines choses dans nos vies passées et d'autres choses, on n'est pas forcément disposé à les voir. Et là, on peut rencontrer des résistances. En intra-utérin, c'est rare. Dans l'enfance aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, oui, tout à fait. Les vies antérieures, je ne sais pas s'il faut y aller. Mais dans les vies antérieures, alors moi j'y allais parce que dans le cabinet, beaucoup de personnes avaient peur de la mort. Donc c'était intéressant d'aller voir pourquoi elles avaient peur de la mort. Et dans une vie passée, en fait, elles étaient mal mortes. Il y avait des morts douloureuses. Et donc ça donnait le spectre de la mort douloureuse. Donc on les amenait au seuil de cette mort, en les dissociant, en voyant ce qui s'était passé, les faire revenir, la peur de la mort s'effaçait. Mais après, il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à voir dans une vie passée, et effectivement, on n'a pas forcément besoin d'aller les voir, parce qu'on ne va pas remettre Sauf couche. voilà. Par rapport aux vies passées et les âmes qu'on rencontre dans la vie actuelle et qui sont liées souvent avec des vies passées, comment on doit transformer ça? Quelle leçon? Jusqu'à quel point on peut s'arrêter là-dessus? Enfin voilà, comment le comprendre? Tu veux répondre? Je réponds. Parce que toi, parce que moi j'en ai pas fait des régressions de personnes, en tout cas, je ressens qu'il y a quelque chose qui a été vécu. Ok. Et que c'est des fois, c'est pas dans, voilà, alors soit ça peut partir par. Alors, je dirais l'existence sur Terre, c'est une scène de théâtre. C'est une scène de théâtre. Il faut des acteurs. Et le jeu est bien fait parce que, effectivement, il y a des acteurs qui vont nous aider dans notre vie, qui vont nous faciliter le chemin. Et il y a des acteurs qui vont nous mettre des embûches sur ce chemin. Et très souvent, ces personnes-là nous interpellent. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ou qu'est-ce que j'ai fait dans une vie passée? Je dois avoir une dette avec lui ou un lien karmique avec lui. Toutes les personnes qui vous mettent des obstacles sur votre chemin ne sont pas forcément issues de vie passée. Ça, c'est la première règle. Il y en a que oui, il y en a que non. Deuxième chose, si effectivement il ressort, et là l'aide d'un thérapeute peut être intéressante, c'est très difficile soi-même d'avoir le recul sur ce genre de situation, il faut un œil neutre. Si vraiment il ressort qu'une personne qui vous fait vivre quelque chose de douloureux dans votre vie a un lien karmique, il faut demander pardon à l'âme de cette personne. D'accord? Je m'explique. Dans une vie passée, vous avez été un enfoiré avec des femmes, d'accord? Et c'est sans jugement aucun, on est tous expérimentés l'ombre et la lumière sur Terre. C'est une terre d'expérimentation. Et donc, dans cette vie actuelle, vous vous incarnez en femme, d'accord? Et vous allez avoir une relation souffrante avec un homme qui va vous faire vivre, en fait, pas pour payer, pour vivre l'envers de la pièce, c'est-à-dire pour vivre ce que la femme a pu endurer dans la vie passée sous votre influence. Donc dans cette vie-là, vous vivez ça. Parce que dans la vie passée, où vous étiez l'homme qui faisait souffrir la femme, vous n'étiez pas dans la compassion. Et donc dans cette vie-là, vous venez dans le corps d'une femme, vivre cette relation difficile avec un homme, pour être dans la compassion, justement. Les dettes, qu'on appelle les dettes karmiques, elles ne sont pas là pour vous faire payer quelque chose, elles sont là pour vous faire ouvrir à la compassion. Et donc, ce qui est important de faire, c'est donc de prendre conscience de ça, de demander pardon à l'âme de la personne ou des personnes qu'on a pu faire souffrir dans cette vie-là. D'accord? Et ensuite, il faut couper le lien karmique. Il faut vraiment couper ce lien karmique de façon à ce que ça ne se reproduise pas, et encore, et encore, et encore. Comment on coupe ce lien karmique? On peut le faire en état modifié de conscience, sous forme d'hypnose. Parfois, ce n'est pas suffisant. En bioénergie, on coupe souvent les liens karmiques. Et parfois, ce n'est pas suffisant encore, parce qu'il y a un tel lien karmique, malgré la prise de conscience, malgré le pardon. Alors, ce n'est pas un pardon un jour, hein. Ce n'est pas un pardon un jour.
C'est un pardon répétitif, mais pas un pardon qui vient d'ici. Un pardon vraiment qui vient de là. Vraiment. En ayant pris conscience qu'on a pu faire du mal à cette personne et que, quelque part, on vient récupérer l'envers de la pièce. Et donc, parfois, on est obligé de faire ce que j'appelle maintenant une optimisation des forces universelles, c'est-à-dire qu'on fait un vrai rituel, je dirais alchimique, avec des symboles, avec des actions, avec un vrai rituel, avec des bougies, etc., pour couper ce lien, parce que ça requiert des forces de lumière très très fortes. Donc on peut être amené à faire ça. En tout cas, il faut savoir qu'il y a toujours une possibilité, après avoir pris conscience, après avoir demandé pardon, de couper un lien karmique. Mais, je vous le dis, toutes les personnes qui vous font vivre des épreuves dans votre vie ne sont pas forcément en résonance avec vous, avec un lien karmique. Ça peut être tout simplement un acteur qui a été choisi comme ça et qui vient vous faire vivre ça. Donc c'est ça qu'il faut arriver à repérer. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Ouais, voilà. Et fort heureusement, il y a des personnes avec qui on a des liens karmiques forts et on se retrouve dans ce qu'on appelle la famille d'âme, d'accord, qui fait que ce sont des rencontres heureuses et ce sont des gens qui vont illuminer, épanouir votre vie, qui vont vous aider, etc. etc. C'est des complémentaires en général, des liens de passeurs à constructeurs. Vous savez, les familles d'âmes, c'est très intéressant. Hein. Et on se retrouve comme ça de vie en vie. Ouais, ouais. Et on les reconnaît. Hein. On le sait quand on rencontre une âme sœur. Hein. Oui. Ça vibre au-delà de l'intellect. Ça vibre. Voilà. Alors après, on est tous à la recherche de notre flamme jumelle. Ça, c'est autre chose. Ouais. On a pas mal d'âmes sœurs, mais on a une seule âme jumelle, ou ce qu'on appelle flamme jumelle. En fait, bon, j'ai pas de papier là, mais les âmes donc sont collées par deux. D'accord? Dans des sphères, elles sont collées par deux. Voilà. Et dans des groupements de 12 sphères, et chaque sphère contient 2 âmes. Donc ce qui fait qu'on a une âme jumelle et pleine d'âmes sœurs. Eh bien, cette âme jumelle, c'est le sexe opposé. Hein. C'est le sexe opposé dans la vie, dans ce que vous êtes. La plupart du temps. Autant pour moi, la plupart du temps, c'est le sexe opposé. C'est un cadeau de le rencontrer dans sa vie. Tout le monde n'est pas à même de rencontrer sa femme jumelle. C'est un cadeau de la rencontrer. Par contre, on n'est pas censé forcément vivre avec. On peut le rencontrer. Peut-être que vous êtes marié. Et puis, votre flamme jumelle, vous tombez dessus comme ça. Elle vous chavire le cœur, la tête. Mais vous n'êtes pas prêt dans votre vie à tout quitter. Et donc, cette flamme jumelle reste en lien. On est toujours en lien vibratoirement. Mais la vie n'est pas forcément possible avec cette personne-là. Parce que l'aboutissement donc de cette rencontre n'était pas de vivre cet amour dans la matérialité, mais dans quelque chose de plus absolu. Voilà. Donc ça... Chez les bouddhistes aussi, ça existe, les découvreurs de trésors, les kultu, qui sont des personnes particulières. Pour découvrir le trésor qu'on a caché dans les pierres, dans les grottes, tout ça, depuis des siècles et des siècles, il faut qu'ils trouvent leur jumelle, c'est-à-dire sexe opposé, et tous les deux, sans le savoir, ils y vont et ils trouvent. Alors, je ne savais pas l'histoire des femmes jumelles avant d'avoir lu le bouquin, mais je savais cette histoire de tout le coup, découvreur de trésors. Je vous le livre comme les Tibétains me l'ont livré. Donc après, faites du ciel votre allié. Comment on fait du ciel son allié? On demande avec un bateau. Il y a une parole qui dit « Demandez, vous serez exaucés », non? Et vous recevrez. Cherchez, on vous trouvera, ou trouvez, on vous cherchera, je ne sais pas. Mais si on demande dans la frustration en étant focalisé sur ce qu'on n'a pas, ça ne marche pas. Faites comme si vous l'aviez déjà en remerciant. Qui pourrait refuser quelque chose à quelqu'un qui le remercie d'avoir reçu cette chose? L'enfant demande à sa mère une sucette. « Oh maman, t'es trop mignonne, tu m'as donné une sucette. » Je crois quel parent refuse à un enfant qui
Il y en a, hein. Il y en a. Il y a des tordus partout, mais là, on a affaire à un panel de gens exceptionnels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Oh là. Là, on va loin. Hein? Là, on va loin. Les annales akashiques, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, les annales akashiques, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque, je dirais, nationale de l'humanité, des mondes, mais de votre vie perso aussi. D'accord? Certains disent qu'elle est sur une certaine planète. Les annales akashiques ne sont pas sur une planète, elles sont dans un plan qui s'appelle le plan causal, qui est le plan des causes à effet. C'est ça le plan causal. On est constitué de plusieurs plans, eh bien elles sont dans le plan causal. Et donc quand notre corps de chair périt, notre âme s'estirpe, et dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, si on est tourné un temps soit peu dans sa vie vers une dimension plus élevée que celle de la matérialité, notre âme va rejoindre des plans supérieurs. Là, elle va suivre des enseignements, elle va pouvoir avoir des soins, si elle a souffert dans sa vie, etc., etc. Il y a plein de plans. On rencontre le conseil des sages et on va être initié à certaines choses. Et quand on va venir se réincarner, c'est comme si dans cette bibliothèque, on laissait un passif. Et on va repasser par la bibliothèque. On va se charger de certaines notions de nos histoires passées pour pouvoir travailler ces choses-là. Donc on ne récupère pas toute la mémoire de nos vies passées. Hein. On va récupérer peut-être un pôle A, un pôle D et un pôle Z. D'accord? Parce qu'on doit venir travailler dans cette vie-là, ces trois pôles-là. Donc on va passer par les annales akashiques et on va automatiquement, donc c'est une descente, hein, on descend le plan causal. On prend ça et on vient s'incarner à nouveau pour venir travailler ces trois tonalités. Je m'explique. Dans une vie passée, mes parents m'ont abandonné. J'ai dû me débrouiller tout seul. Et j'ai développé un sens aigu, je dirais, de ne pas compter sur les autres, par exemple. D'accord? Avec une très très grande peur de manquer d'affection, de manquer au niveau, je dirais aussi, matériel. Eh bien, je vais pouvoir, en me réincarnant, faire un petit tour par cette annale akashique, récupérer cette mémoire d'abandon et m'incarner, boum, dans ma vie actuelle, dans une famille où il y a la tonalité de l'abandon dans la généalogie, et je vais être confronté à ce sentiment d'abandon, même si mes parents ne m'ont pas abandonné, même s'il n'y a eu aucune notion d'abandon, je vais vivre cet abandon très fort dans ma vie comme ça. Pourquoi? Justement dans cette vie-là, pour pouvoir le dépasser. Et c'est comme ça qu'on peut, je dirais entre guillemets, redoubler des classes et venir travailler plusieurs fois certaines notions afin de dépasser les traumas que ça nous a causés. Pourquoi? Parce que notre âme veut évoluer. Et donc le sens de cette réincarnation, je dirais en reconnectant ces mémoires-là, c'est justement d'évoluer. Je ne sais pas si c'est clair. Pas clair? Ah là là. Je rajoute un petit truc, c'est qu'en chamanisme, en voyage chamanique, après avoir été pas champignon hallucinogène, hein, tambour et ceci, cela, vous pouvez sur différents plans, avec différents guides, votre animal totem, les guides spéciaux que vous avez appelés et les guides supérieurs, aller dans ces mémoires akashiques avec un problème personnel, un problème que vous sentez karmique, ou vous ne sentez pas tout à fait dégourdi pour le faire. Et à ce moment-là, il y a des guides, il y a aussi des guerriers au niveau des portes, voilà, je ne sais pas si c'est imaginaire ou pas, mais c'est vrai que vous recevez de cette bibliothèque un mot, une qualité, une lueur quelconque, et vous revenez avec, et peut-être ça peut vous aider vous pouvez le faire en méditation aussi, pour trouver la solution à votre problème. Et oui, parce que je vous ai parlé du négatif, mais on récupère aussi des informations positives, hein, dans l'akashique. Mais le positif,
on s'en occupe souvent pas, c'est plutôt ce qui nous gêne dont on va s'occuper. Donc pour être un peu plus clair pour les personnes qui n'ont pas compris, je vais prendre un cas qui s'est présenté dans la formation il y a 3 jours. Donc une élève qui, tout bébé, avait de l'asthme. Et elle a continué à avoir cet asthme comme ça s'est transformé, elle a toujours une sensation d'avoir une espèce d'étranglement au niveau du cou comme ça. Et avec un très fort sentiment d'abandon, tout le temps. Donc des thérapeutes lui ont dit qu'elle avait eu un jumeau intra-utérin, etc., etc. Et avec tous les thérapeutes, les futurs thérapeutes de la formation, on scanne ces différents plans et on s'aperçoit effectivement que ce n'était pas l'histoire d'un jumeau, c'est que dans une vie passée, elle a eu un très grand amour qu'il a laissé tomber pour une autre. Et donc, elle s'est suicidée. Elle s'est pendue. Donc, elle revient dans cette vie-là avec cette très forte sensation d'abandon. Savez-vous ce qu'elle vit dans cette vie-là en affectif? Elle ne vit que des abandons. Mais elle a, dans cette vie-là, la force qu'elle n'avait pas dans la vie passée. La preuve, elle vient faire la formation, pas forcément pour être thérapeute, mais pour comprendre justement pourquoi elle est confrontée à ça et de façon à dépasser ça. Et donc, si vous voulez, dans la vie passée, elle est décédée donc, par cette pendue, par désespoir. Dans cette vie-là, c'est comme si elle reprenait les mêmes épreuves, mais pour plus être dans le désespoir, pour vivre la force. Et donc, son contrat d'âme, pas sa mission, mais son contrat d'âme, d'abord, on lui a fait tirer une carte du tarot, c'était la force. C'est vraiment de prendre la force qu'elle n'a pas eue dans une vie passée. Et en déprogrammant ceci, et en se munissant de cette force, eh bien, elle n'est plus confrontée à ce désespoir qui lui a fait arrêter sa vie dans une vie passée. C'est comme ça qu'on peut vivre ce qu'on appelle des mémoires karmiques sans qu'on ait fait forcément du mal à quelqu'un. C'est pas parce que votre chéri vous abandonne que vous avez fait du mal à quelqu'un dans une autre vie. Hein. C'est pas systématique, c'est pas aussi général. Vous avez mieux compris ou pas? Voilà, nickel. Ça marche. Bon, mais on va finir. Oui. Hein? Ouais, on va aller boire des coups. Tu conclus? Non, c'est toi. Bon, j'espère qu'on aura été assez clair dans ce qu'on vous a dit. J'espère que, voilà, ça aura éclairé certaines choses. Il y aura eu des points de compréhension. Dernier point, on a Claire qui est là-bas, qui est une de mes élèves validées, qui est dans le coin. Donc, si une séance de bioénergie vous en dit pour aller scanner vos racines, vous pouvez aller la voir directement en bioénergie quantique. Pour le stage, les personnes... Ah oui, il y a Yves aussi, mais je ne t'avais pas vu, Yves. Tu es arrivé en retard. Donc il y a Yves aussi, voilà, qui sont des élèves de l'école, qui sont validés. Pour les personnes qui veulent faire le stage, avec Marilène et moi, qui est du 31 mai au 2 juin. Ça doit être Pentecôte ou un truc comme ça. C'est une bonne auspice Pentecôte. Oui. Il y a 15% pour les personnes qui voudront s'inscrire à l'issue de la conférence. Voilà. Et qu'on refera des conférences aussi. Oui. Hein, ça se passe bien. Oui. On est parti un peu en freestyle. Voilà. Oui, Carole. Ah oui. Ah là, il y en a qui pient rien. Oui, c'est une coquille. Allez, je vous la donne. On a 5 minutes encore. Quand le cortisol tape sur votre cerveau, d'accord, et vous fait baisser les taux de neurotransmetteurs, ça va mettre de l'hyperpression sur le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est lui qui gère beaucoup de choses, puisque à peu près 100 milliards de neurones dans le cerveau, 30 milliards au niveau du cortex préfrontal. Un tiers de nos neurones sont situés sur un cerveau qui a ça d'épaisseur. C'est pas pour rien. D'accord? Et donc, comment on peut favoriser un bon fonctionnement de ce cortex-là? Par notre respiration. C'est un moyen très simple. C'est une respiration qui est connue depuis très longtemps par les yogis. On n'a rien inventé, mais c'est une respiration qu'on n'a pas l'habitude de faire. On connaît la respiration abdominale, on connaît la respiration thoracique, d'accord? Si on fait les deux, ça fait l'abdomino-thoracique.
Mais là, en fait, il s'agit de monter le flux de votre respiration jusqu'au cortex préfrontal, et notamment la partie droite. Pourquoi la partie droite? Parce qu'elle s'occupe de vos pensées positives. Donc c'est très simple, vous allez respirer en gonflant le ventre, puis le thorax, et vous allez suivre avec vos yeux, les yeux fermés, le flux de votre respiration. C'est-à-dire que quand vous gonflez le ventre, les yeux sont au niveau du ventre. Quand vous gonflez le thorax, les yeux suivent le flux de votre respiration, et vous faites monter le flux de cette respiration jusqu'au front, et surtout la partie droite. Je vous laisse le faire, et vous allez me dire ce que vous ressentez. On finira là-dessus. Et oui, plusieurs fois, c'est pareil, hein. Il faut le répéter. Il y en a qui croient que quand ça boue, ça cuit. Non. Quand ça boue, c'est pas cuit encore. Alors pour ceux qui le font sérieusement, normalement vous devez sentir une pression au niveau de votre front. C'est là que vous êtes en train d'alimenter en énergie votre cortex préfrontal. Donc vous allez faire automatiquement baisser la pression et vous allez remettre de la rythmicité au niveau de votre cerveau. C'est une technique très simple pour réharmoniser vos neurotransmetteurs, en fait. Et cette respiration, là, vous la faites les yeux fermés pour vous habituer, mais une fois que vous êtes vraiment habitué, vous allez pouvoir la faire les yeux ouverts. Et donc, vous allez pouvoir la faire en conduisant, vous allez pouvoir la faire en cuisinant, vous allez pouvoir la faire en lisant, en regardant la télé, en respirant en conscience, comme ceci, et en faisant monter le flux de votre respiration jusqu'ici. Et plus vous allez le faire monter au niveau du lobe frontal droit, plus vous allez vous surprendre d'avoir des idées positives et une réminiscence des idées négatives. Voilà, c'était un petit moyen. Merci à tous et à toutes.